Gotta wake up early in the morning. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Culture. Alors je le disais avec grand plaisir, nous recevons Monsieur Baldé Boubacar, notre deuxième invité de ce vendredi, dernier numéro de la semaine. Il nous vient d'Avignon, oui. Donc en France. Je le disais, l'ancienne résidence des papes dans ce grand pays européen. Et pour nous présenter ce livre, qui revient un peu, je peux le dire, sur le mirage que représente l'Eldorado européen. En soi, déjà, c'est un mirage, l'Eldorado, parce que ça n'existe nulle part. Il alerte sur les dangers. Et dès le début, vous revenez sur l'histoire, d'abord, de ta famille. Basée dans le Fouladou, cette grande famille à l'africaine, où les liens sont très forts, où il y a la solidarité. C'est un message envoyé à tous ces Africains pour leur dire soyez fiers de votre héritage. Nous avons plus à offrir que l'Europe, qui est actuellement gangrénée par l'individualisme. Oui, exactement. C'est ce qui fait que, comme je l'ai toujours dit dans mes écrits, la solidarité, ce n'est pas en 20 mots. La solidarité africaine, hein, parce qu'elle existe aussi même à l'intérieur de nos foyers en France. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi, comme je le disais tout à l'heure, il faut préserver. Il faut préserver, voilà. Il faut préserver. C'est vrai que de l'autre côté, c'est chacun pour soi. C'est très compliqué. Là où vous vivez. Ah non, je parle de la France en général, l'Europe même, par rapport à nous en Afrique. Et voilà, donc même déjà l'assiette, chacun a son assiette, alors que nous, il y a le plat, le bol qui symbolise peut-être cette solidarité. Et chacun a sa place autour du bol. Voilà. Ça discute, c'est plus chaleureux. C'est plus chaleureux, c'est beaucoup plus chaleureux. Ce qui n'a rien à voir avec l'accueil dont vous avez été victime à Avignon, dans la famille de votre oncle. Oui, c'est que effectivement, vous savez que... Lui aussi, bon, peut-être quelque part victime de déracinement. Oui, c'est vrai, parce qu'au début, moi je ne comprenais pas trop quand je suis arrivé. J'ai débarqué à Aix-en-Provence, je devais passer une nuit et moi je pensais que je pouvais laisser mes affaires et aller étudier à Avignon, c'est 80 km. Là, il me disait de repartir. Au début, mais c'était un peu glacial l'accueil. Oui, mais bon, il est là-bas depuis plus de 40 ans. Hein. Mais je pensais que c'était pas du tout ça. Pourquoi il fait ça? Alors que c'est après que j'ai compris que c'est comme ça qu'il est avec ses enfants. C'est-à-dire que cette rigueur-là, c'est vrai qu'il faut cette rigueur-là pour réussir là-bas. C'est pas comme ici. Là-bas, en certain moment, il faut savoir que non, tu peux pas compter sur les gens. Il faut pas toujours penser que tu vas t'agripper sur... Non. Tu vas, tu te débrouilles tout seul et c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Certains galèrent parce qu'ils veulent continuer à vivre comme on vit ici et ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est différent. Là-bas, c'est chacun pour soi. Voilà, c'est chacun pour soi. Quand on va dans un pays où tout le monde danse sur un pied, il faut danser sur un pied, parce que sinon on va couper l'autre. Donc, puisqu'ils se comportent là-bas comme ça, je pense que si on veut s'intégrer et réussir, il faut faire comme eux. Vous parlez de danser d'Avignon, on danse encore sur le pont d'Avignon. Le pont d'Avignon, oui. Sur le pont d'Avignon, on danse, on chante. Ouais, c'est ça, oui, bon. Il y a toujours cette célèbre chanson qui... Et pourquoi vous avez choisi Avignon quand vous étiez sur le point de remplir ce formulaire-là pour aller continuer vos études en Europe? On sait que ce n'est pas facile déjà de s'intégrer en Europe, surtout dans une ville bourgeoise comme Avignon, où tout le monde se connaît. C'est une toute petite ville. Oui. Pourquoi ce choix? Oui, c'est le nom qui vous a... Non, bon, pas forcément. Vous savez, nous, quand on partait, moi j'ai quitté en 2000, il y avait juste... on avait la liste des universités. Avignon fait partie, bon, vous savez, l'ordre alphabétique, Avignon en haut, bon, allez. Et un de mes cousins me parlait un peu d'Avignon parce qu'il avait une prescription, ça n'avait jamais marché, mais en tout cas, il parlait un peu d'Avignon, il avait une prescription à Avignon, il devait y aller, mais il n'est pas parti. Donc j'ai regardé le plus facile. Moi, l'essentiel, c'était qu'il fallait partir coûte que coûte, pourvu qu'il y ait qu'une université qui m'accepte et que je quitte le pays. Voilà. Et dès que vous avez mis le pied dans l'avion, pour vous, c'était la réussite, quoi? Comme beaucoup d'Africains. Voilà, malheureusement. C'est ce que j'ai dit à la page... Et tel n'est pas le cas. Non, à la page 42, je l'ai bien dit. C'est-à-dire que j'ai dit la désillusion totale. Oui, c'est-à-dire que l'espoir, les gens, ils mettent la barre très haute ici. C'est-à-dire que je me dis que dès qu'on monte dans l'avion, certains pensent que voilà. Ça y est. Il commence à ramasser l'argent dans l'avion. Alors que le plus dur reste à venir, oui. Et c'est ça le problème. Donc, c'est cette illusion. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Eldorado n'existe pas. C'est que du mirage. Donc, il faut que les gens reviennent sur Terre et qu'ils sachent que parfois ils réussissent ici. Ils ont réussi, il faut rester. Voilà. Bon, moi je connais des gens qui avaient réussi, des fonctionnaires ici, ils sont partis. Et ils sont restés. Ils se mettent en situation de sans-papier. Alors là, ils regrettent pourquoi. Ils ne peuvent plus revenir. Pourquoi? Parce que
revenir sans avoir un tant soit peu réussi, ça signerait le pire des échecs. C'est un échec. Et ça vaudrait une mauvaise réputation. Ça vaudrait une mauvaise réputation pour le restant de sa vie. Ces gens, c'est pour ça beaucoup galèrent, mais ils restent là-bas. Mais heureusement, grâce à des gens comme vous, ceux qui sont restés au Sénégal comprennent que en fait, c'est pas facile aussi pour nos frères basés à l'étranger et qu'ils peuvent aussi réussir, revenir au pays. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la parole. Pourquoi pas dans certains projets. Oui, ce n'est plus facile aujourd'hui en Europe. Alors très tôt, vous étiez animé d'un esprit contestataire. Ah oui. Vous avez continué vos études primaires à Ziguinchor. Oui. Alors au moment de passer votre CFE, il y a ce fameux chemin que ne devrait pas emprunter un candidat au CFE. Exactement, oui. Vous l'avez emprunté, vous? Oui. Et vous avez réussi? Oui. Quel message vouliez-vous envoyer? Non, mais c'est il était question pour vous de briser un tabou, quoi. Oui, pour moi, oui. Parce que vous savez, au Sénégal, il y a trop de croyances populaires. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ça. Et les superstitions. Oui, il y a trop de superstitions. Donc vous trouvez qu'elles nous bloquent ces superstitions? Ça bloque parfois. Et puis moi, bon, très tôt, tout petit, on nous dit oui, mais il ne faut pas... Parce que c'est mon école, à l'école primaire. On nous dit, bon, ce chemin-là, quand vous l'empruntez le jour de vos examens... Vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas parce qu'on avait, je pense, frappé. On m'a dit qu'on a frappé un marabout qui avait... Voilà, des trucs. Bon, mais moi, mon problème, c'est que j'avais peur de changer de chemin parce que moi, j'allais toujours, je passais par là et que j'avais de bonnes notes quand j'étais au CM2. Je me dis, pourquoi je vais changer le jour de l'examen? Oui, alors que c'est plus rapide de passer par là et aller au centre. J'ai dit, bon, moi je passe. Mais vous êtes gardé de le dire à vos parents? Ah oui, sinon là, parce que vous savez, les croyances, oui. Non, ça, ma mère aurait dit niaque de suite. Voilà, donc c'est de votre faute si vous n'avez pas réussi. J'étais fier d'avoir brisé, voilà, c'était pas par forfanterie, mais c'était juste le résultat d'un raisonnement que je me tenais à moi-même. Voilà, donc quelque part, vous invitez aussi l'Afrique, les Africains à faire plus preuve de cartésianisme. Oui, voilà, oui, si on regarde un peu, oui, c'est ça aussi. Plus cartésien. D'une part, oui. Okay. Alors, à votre arrivée à Dakar, c'est certainement l'une des premières questions que je voulais vous poser. Juste, vous venez d'accrocher le bac, on vous dit, écoutez, monsieur Baldé, c'est vrai, vous êtes brillant et tout, mais cela ne suffit pas. Il faut avoir un brin de chance. Oui, c'est vrai. Savez-vous que le même discours est servi au bachelier de 2019? Oui, jusqu'à présent. Alors, comment vous analysez cette situation? Cela veut dire que ça ne s'est pas pour autant amélioré la situation oui, ça ne s'est pas amélioré. C'est vrai qu'avoir le bac, ça ne suffit pas. Il faut avoir un peu plus de chance. Nous, d'abord, je ne sais pas si c'est toujours le cas, ce n'est pas parce qu'on a le bac qu'on est orienté. On peut avoir le bac et ne pas être orienté. Imaginez ceux qui habitent la Casamance, Kolda, Ziguinchor. C'est un discours qu'on vous avait servi en 1999. Voilà, 99-2000. 20 ans après, c'est le même discours. C'est le même discours. Et après, je ne sais pas, pour quelqu'un qui habite pas ici, on lui dit, il a son bac, il est venu, on lui dit que vous ne serez pas orienté. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être très compliqué. Est-ce qu'il faut retourner? Est-ce qu'il ne faut pas retourner? Voilà. Donc tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Je vais lire un petit résumé de votre ouvrage. Le résumé très rapidement. Pour Boubacar Baldé, il aura existé 3 France. Celle qu'il avait imaginée tel un Eldorado alors qu'il vivait encore au Sénégal. Celle qu'il a découverte en posant le pied sur le sol français et qu'il a appris à connaître. Celle enfin qu'il comprend aujourd'hui avec plus de 9 ans de vie d'études et de travail et dont il nous livre ici, par petite touche impressionniste, un portrait personnel. C'est donc votre vécu que vous essayez tout simplement de peindre dans cet ouvrage. Oui. Cet ouvrage-là, bon, c'est pas totalement autobiographique, parce qu'à travers moi, je fais parfois les différentes cultures entre ici et là-bas. C'est comme si moi, c'est une sorte de porte-parole là. C'est comme si moi, ce que j'ai relaté dans ce livre, c'est ce que nous disons autour du thé. C'est-à-dire, là-bas, une fois qu'on... Voilà. Je dis, mais pourquoi pas essayer de conscientiser... Vous avez même donné des codes sur comment séduire une Française. Ah oui, mais de toute façon, c'est que là... Oui. Il a tout lu, lui. Non, mais je disais tout... Oui, ça, c'était au niveau des différentes cultures. Je pense que ce passage-là va vous intéresser Mordiaï, par exemple. Ah oui, peut-être, oui. Non, mais je disais qu'avec les différentes cultures, c'est pas pareil. Parce que nous, ici, c'est vrai qu'au Sénégal, on est très, très poli, gentil. Mais après, on n'a pas ces petits mots de la vie quotidienne de tous les jours. Merci, après vous, je vous en prie. Et ça, c'est tout le temps.
Voilà, on ne le dit pas forcément en partant ciao, au revoir, mais pourtant, c'est pas pour ça qu'on n'est pas poli. Hein. Mais eux, là-bas, c'est plus ça. Et ça, ça marque, ouais. Donc, c'est un peu... Le après, effectivement, le vouvoiement. Oui, voilà, il faut s'y faire. Comme vous le disiez, la façon de draguer ici et là-bas, c'est pas pareil. C'est ce qui fait que je l'ai dit, pendant un an sans le savoir, j'avais dragué toute une fac. Je savais pas. Parce qu'il suffit d'inviter quelqu'un chez soi. Oh là là, c'est un dragueur, il faut pas... Attends, il faut se méfier de lui. Alors que nous, c'est la solidarité africaine. Dès qu'on connaît quelqu'un, à peine le connaît-on, qu'on a envie qu'il sache où l'on habite. Vous étiez en train de la draguer sans vous en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Toute la fac. C'est comme si j'avais dragué toute la fac. Voilà, c'est ce qu'on appelle le relativisme culturel, hein, M. Mehdi. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette histoire vécue, hein, on peut le dire par M. Baldé? C'est une richesse. Tout à l'heure, il disait, quand on va dans un pays, si on danse sur un pied, il faut faire la même chose. Je pense que c'est la même logique qui continue ici. Oui, c'est vrai. On n'importe pas forcément ce qu'on vit chez soi ailleurs. Il y a des réalités qui dépendent du contexte dans lequel on est. Et tout change. Il a invité les gens parce que c'est africain et on a taxé de quelques... C'est vrai, les clichés sont là. Donc le contexte détermine beaucoup ce qu'on a à faire. Oui, Khady avait une question. Bon, j'en profite pour te donner l'ouvrage parce que Khady s'est déclamée. Elle va lire un petit passage. Vous amènerez des ouvrages après. Très bien. Oui, Khady, question. Oui, alors, c'est une richesse vraiment que vous avez partagée à travers ce roman. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez utilisé un style particulier en écrivant ce roman? Un style? Oui, un style, les figures de style que vous avez utilisées. Non, pas forcément. C'est que j'ai tout simplement prévu à ce que ce soit un grand lectorat, accessible. C'est un style direct. Si vous lisez, si vous lisez, ça se livre. C'est même un bon élève de CM2, il comprend tout, hein, même moins, voilà. Donc c'est pour toucher un grand lectorat. Donc c'était écrit. Un langage familier. Un langage, voilà, beaucoup plus familier que soutenu, c'est pour ça. Vous revenez? Quand? Pour de bon? Au Sénégal? Non. Ah bon? J'ai mon vol là dans pas très longtemps. Mais j'habite là-bas maintenant. Vous habitez là maintenant. Alors, peut-être en guise de dernière question, voilà, peut-être les conseils que vous donneriez à ces jeunes Sénégalais qui vous suivent actuellement et qui demain va peut-être poursuivre ses études en France pour qu'ils puissent réussir son intégration. Oui, pour les étudiants, c'est pas là le problème parce que eux, pour aller étudier souvent, tout le temps, ils font des démarches administratives, ils ont le visa, ils partent. Voilà. Donc une fois là-bas, effectivement, ça dépend des villes où l'on va. Il y a des villes comme Avignon, c'est de petite taille. Bon, tout le monde se connaît, donc c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. Alors que dans des villes comme Paris ou comme Lyon ou Marseille, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, si on veut s'intégrer, il faut parfois oublier un peu nos manières sénégalaises ici. C'est-à-dire que parfois, on pense que c'est facile, etc. Non, il faut parfois affronter la réalité et puis ne pas avoir peur de galérer. Ce sera la galère, ça c'est sûr et certain. Comme vous, hein, qui êtes resté des mois sans avoir un travail. Ah oui, ça c'est sûr, voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas que les gens pensent qu'une fois là-bas c'est fini, la vie est rose. La vie est rose, pas le cas. Non, c'est loin d'être le cas. Donc il faut s'accrocher, il faut aller vers les autres, mais c'est vrai qu'aussi les gens, ils ne peuvent pas vous aider pendant longtemps. C'est comme ça. C'est le train de vie, le niveau de vie qui fait qu'on ne peut pas. Les gens, ils peuvent te dépanner, mais pas t'aider, je ne sais pas te prendre en charge. Donc il faut que dès qu'on sait ça, avant d'aller, il faut qu'on se dise que voilà, je vais galérer au début, problème d'installation, après je vais chercher du boulot, un petit boulot, après bon, on verra. Merci beaucoup, M. Baldé. Merci aussi à notre collègue de Radio Sénégal, Mamadou Thiora, qui nous a proposé de le recevoir sur ce plateau. Oui. Et ma foi, ça a été un choix judicieux. Absolument. De sa part. Nous n'avons pas regretté. Absolument. Merci beaucoup. Vous disiez en introduction que vous aviez d'autres projets. On va en reparler dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Khady. Elle a choisi quelques passages de votre ouvrage, Regards croisés, Sénégal, France. J'écoute Khady alors. Pour me rendre en Avignon, je prends le bus. Durant le trajet, j'observe le paysage. Celui-ci m'apparaît ordonné, organisé. Les lignes et les limites sont tracées au cordeau. Rares sont les espaces où la nature paraît livrée à elle-même. Rien à voir avec la liberté et l'exubérance de la nature africaine. Un compatriote sénégalais, Hassan Diop, m'a reconnu. Nous nous sommes croisés dans le syndicalisme à Dakar. Après quelques mots d'explication à propos de mon arrivée en France, je lui demande « Je peux venir habiter chez toi ?» « Pas de problème. » Ouf, me voilà soulagée d'un lourd poids. Je retrouve les lois de l'hospitalité qui me sont familières. En fait,
Hassan est lui-même hébergé par un ami, Modi, qui m'accepte sans la moindre difficulté. Dans le bus qui me conduit à son domicile, j'interroge Modi sur les conditions de vie en France. Il refroidit mon enthousiasme. Déjà quelque peu ébranlé, Modi ne me cache que les études sont difficiles et qu'il n'est pas facile de trouver un emploi, même un petit boulot pour un étudiant. Pour l'instant, j'ai au moins l'hébergement d'assurer. Pour la suite, on verra bien. Ouais. On verra bien. Ouais. Merci Khadi. Merci Khadi, merci d'avoir choisi ce passage. On vous recommande vivement cet ouvrage de Boubacar Baldé. Allez lire le livre de Boubacar Baldé, hein, c'est très inspirant, n'est-ce pas Nafi? Tout à fait, et il raconte des vérités. C'est ça la vérité, hein. Oui. Les personnes là-bas parfois vivent dans la difficulté. Et c'est les gens qui viennent en vacances, je pense, qui font rêver. Et c'est pas ça la réalité. Ils économisent des années et des années pour venir en vacances, louer des maisons, des voitures, alors que c'est pas ça la réalité. Faire la fête, aller à Sali, voilà, de grandes maisons avec piscine. Mais maintenant, je crois que les Sénégalais ont compris. Surtout les filles maintenant. Certains ont compris. Sur les modou-modou, ils préfèrent avoir comme Marie Aline Badra avec son tout petit salaire. Au moins, ce qui sera avec Alioune Badara. Parce que là, il y a des images aussi, des images flatteuses. Oui, il y a des clichés. Des images flatteuses qui font que les gens ils ont envie d'y aller, mais après, ils vont se rendre compte que... Et puis, il faut aussi que les gens comprennent que les gens souffrent là-bas. On ne peut pas leur demander tout le temps aussi de l'argent en pensant qu'ils vivent, je sais pas, dans l'opulence. Les gens demandent tellement ici que certains, maintenant, il y a beaucoup, ils ne répondent pas au téléphone. C'est très... Parce qu'ils ne réussissent pas, mais ils ont peur de revenir parce que pour eux, si je reviens, parce qu'il y a un grand espoir et ça fait que voilà. Et la honte en Afrique, on dit que ça tue plus vite que la maladie, malheureusement. Voilà. On va finir avec vos projets, d'autres ouvrages en perspective. Et puis, Vincent Mendy pourra également dire un mot sur le programme du pèlerinage. Rapidement, allez-y. Oui, j'ai déjà écrit un autre livre, mais c'est des nouvelles humoristiques, 14 petites nouvelles. Mais ça n'a pas encore fait l'objet d'une publication, mais peut-être en début de l'année, 2020. Inch'Allah. Vous reviendrez nous voir? Oui, bien sûr. Ce serait avec plaisir qu'on vous accueillera sur le plateau. Vincent Mendy, le pèlerinage, justement, le programme rapidement. Vous partez le 24, c'est ça? Le 24, on part. Ensuite, nous allons à Jérusalem. Ensuite, Nazareth. Ensuite, Lourdes. Et on finit par Rome, où on aura la chance de participer à l'audience papale, de rencontrer le Saint-Père et de communier avec tous les catholiques du monde en jour spécial. Voilà un résumé, le pèlerinage qui va durer 3 semaines, mais intense en prière. Et on va prier pour le Sénégal. On va prier pour l'hivernage, parce que je crois que ça devient inquiétant. Et je me fais l'écho du cas de l'évêque Monseigneur Benjamin, qui avait demandé qu'on prie. À Dakar, peut-être on ne le sent pas, mais dans tous les pays, on le sent très bien. Nous porterons tout ça avec nous et on va l'offrir au Seigneur pour les grands descendent sur le pays. Amen. Priez également pour toute l'équipe de la matinale Quinqueliba, pour toute la RTS. Vous êtes déjà bénis. Chaque matin, on vous écoute et vous faites du bien. Merci beaucoup et transmettez nos amitiés à Monseigneur Benjamin Ndiaye, que nous serons très heureux d'accueillir évidemment comme invité sur ce plateau de la matinale également. Nafi, merci beaucoup. Oui, vas-y Nafi. On parle de littérature. Juste dire que Laetitia travaille sur un projet de lecture, d'écriture de scénario pour un personnage principal, une héroïne africaine dont les super pouvoirs viendraient de ses cheveux. Ah oui? Donc c'est pour très bientôt. À suivre alors. Merci beaucoup ma chère Khadi. On se retrouve la semaine prochaine. D'accord, pour parler littérature toujours sur ce plateau. Alioune, les lundis. Voilà, bon week-end. Merci à toi aussi. Et merci encore une fois à nos invités qui nous ont accompagnés aujourd'hui, monsieur Vincent Mendy et Boubacar Baldé, qui est venu nous présenter son ouvrage France-Sénégal, Regard croisé, publié aux éditions Longchamp. Terminé avec ce message de Leïla Soumaré, c'est une belle recommandation pour vous. Elle dit bonne fête à l'équipe, merci. Avec une tasse de Quinqueliba, la nuit pour la digestion, c'est parfait. On vous recommande donc du Quinqueliba à gogo durant le week-end aussi. Restez sur les antennes de la RTS, les programmes se poursuivent. À lundi et bon week-end à tous. Merci beaucoup. I gotta wake up early in the morning, a long way, but girl, because I gotta find my way, the Lord.
need to stand up. Get there better warning, which makes me know where we's the line, what's left to be done.